Pourquoi sommes-nous au Sahel? Les présidents africains qui laissent qu'il y ait une opinion anti-française sont responsables et doivent prendre leurs responsabilités pour nous expliquer pourquoi nous sommes au Sahel. Moi, aujourd'hui, je réponds pour une raison toute simple. Il fallait charcuter le Mali. Et donc, les armées françaises... C'est ça la mission de Barkhane et de la présence... C'est comme ça que, personnellement, j'interprète la chose. Quand l'armée française a débarqué, Monsieur Hollande est venu se pavaner et les Maliens l'ont accueilli vraiment comme un héros national. Et voilà donc quelques années plus loin, eh bien, son camarade, son successeur, un de ses successeurs, a réussi à charcuter le Mali. Et aujourd'hui, nous avons non plus un État africain, mais deux États. Vous savez que si il ne tenait qu'aux Français, c'était prévu que la Centrafrique éclate en deux États, le Cameroun également, le Mali et bien d'autres. Je crois en fait, le remède de la conférence de Berlin. Oui, ce que vous voulez dire, oui, c'est-à-dire que il est même clair, il paraît que l'Occident a décidé qu'il faudrait 150 États en Afrique, 5 États en Russie et 3 États pour la Chine. Donc voilà comment l'Occident planifie, organise l'avenir de l'humanité en créant des frustrations, en empêchant les pays de se développer, parce que le développement économique est tributaire du bien-être matériel. Quand, depuis 1945, ils ont décidé que le développement se limiterait simplement à l'Occident, c'est-à-dire au continent nord-américain, à l'Afrique, à l'Europe de l'Ouest, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, et de plus en plus quelques États ici sont intégrés, le Japon, la Corée du Sud, etc. Donc, tous ceux qui prétendent nous donner des leçons de nationalisme doivent comprendre avec ce problème de l'Azawad qu'en réalité, leur prétendue aide pour les libérations, et je pense à mon beau pays, le Cameroun, les aides qu'on leur apporte pour charcuter notre pays, eh bien c'est tout simplement pour nous diviser, pour mieux régner, et surtout, et nous allons en parler tout à l'heure à propos de la Libye, pour s'emparer des immenses richesses que Dieu et la nature ont données aux Africains. Alors merci pour cette transition d'ailleurs, mais 150 États, ce serait émietter, partager, diviser l'Afrique et une dislocation qui va apporter peut-être beaucoup de problèmes même à cet Occident. On va faire un tour en N'Djamena. N'Djamena où nous attend depuis Malpetel. Malpetel, Ousmane Malpetel, il est un panafricain, analyse politique. Cher monsieur, bonne année et bienvenue au débat panafricain. Je vous accueille avec ces sujets. Vous êtes non loin de la Libye, vous êtes au Tchad. Je vous accueille avec ces sujets sur la Libye qui est devenue fatalement, en vivant, un chaos continu. La scène de bataille des puissances internationales, Tripoli, en réalité souffle le chaud et le froid des puissances internationales qui veulent contrôler définitivement cette ville. Cher Hubert, merci à tous les panélistes. Bonne année à vous également et bonne année à tous les panafricains de ce plateau et que vous avez vraiment la maestria de manager en tant qu'initiateur de cette émission. Et je suis également à N'Djamena, comme vous l'avez dit, et je suis proche de la Libye. Et nous vivons une scène pas du tout agréable en Libye, avec des faits qui sont sur le terrain, l'affrontement de milice en milice entre le maréchal autoproclamé maréchal Haftar et le gouvernement de l'Union nationale libyenne. Donc, je constate ici sur le terrain, nous subissons beaucoup par rapport au fait que la Libye ne soit pas stable. Et n'oublions pas les exactions au sud du continent qui est
provoquée par la déstabilisation de la Libye, où le service après-vente n'a pas eu lieu, comme le disait le président Idriss Déby Itno du Tchad, qui disait, je cite, le problème de la Libye, c'est qu'il y a eu un service, mais il n'y a pas eu l'après-vente. Donc je reste vraiment sceptique sur la solution avec des armes en Libye. Et la solution est dans le cadre de médiation internationale ou bien de Ligue arabe ou de l'Union africaine. De ces côtés aussi, je ne vois pas de perspective se dégager. Et l'intervention turque est-elle une intervention souhaitée par le peuple libyen ou est-elle une intervention souhaitée par la communauté internationale? N'en déplaise, une intervention souhaitée par le gouvernement de l'Union nationale libyenne. Et à ce titre, je vois qu'il y a beaucoup de complexité, la Libye est divisée, beaucoup de choses restent à déterminer, mon cher Hubert, et à tous les panélistes. Une fois, bonne année. Merci. Merci à vous Malpetel, beaucoup d'amitié. Merci à vous Malpetel. On se connaît quand même dans ce combat. Vous avez évidemment accompagné cette marche, cette lutte, ce combat mené par Afrique Média qui se fait et qui est devenu incontestablement sur la place africaine et même mondiale le porte-flambeau de la défense des valeurs africaines et de la défense de la dignité africaine, de la défense de la dignité de l'homme tout court. André Christelle Fanga, je viens à vous. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du débat panafricain. Nous allons en Libye. Ousmane ou Malpetel viennent parler d'une médiation internationale, mais en réalité, il y a un paradoxe. Lorsque le colonel Muammar Kadhafi est assassiné, il est question d'amener la démocratie en Libye. Mais aujourd'hui, le temps est tellement passé que la Libye est toujours ce chaos, cet état fantôme avec deux gouvernements. Aujourd'hui, est-ce que ces batailles des puissances internationales pour contrôler Tripoli, c'est pour la paix ou bien pour finalement pour que cette démocratie arrive en Libye? Merci Hubert Etondi de m'avoir invité à ce débat, à cette messe du dimanche. Bonjour docteur Basilekine, meilleurs vœux, ravi de partager le plateau avec vous, ravi de partager ces moments de télévision importants pour notre Afrique avec tous les brillants techniciens qui font un travail formidable pour que nous puissions être vus et entendus dans le monde entier. Chapeau à vous, meilleurs vœux chers techniciens. Bonjour à tous les Africains partout dans le monde où ils nous regardent. Ils sont nombreux dans la diaspora qui nous saluent et qui nous encouragent. Je crois que ça nous aide à faire beaucoup de choses, à nous continuer à batailler. Merci à cette diaspora africaine qui contribue avec leurs encouragements. Mais je voudrais souligner que les petits Ivoiriens, ceux qui se découvrent Ivoiriens aujourd'hui et qui envoient des menaces dans mes différents emails et tout le reste pour me menacer, me promettant la mort, moi et ma famille, qu'ils savent que notre combat n'est pas seulement une affaire de nous ou bien ça va au-delà des générations. Parce que nous sommes l'héritage de Oumyobé, nous sommes l'héritage de Thomas Sankara, nous sommes l'héritage de Patrice Emery Lumumba, nous sommes l'héritage de ces grands guerriers de l'Afrique. Et ces grands guerriers-là ne sont pas morts pour rien. Parce que comme Oumyobé le disait, le sang d'un héros versé, de millions et de millions d'héros se multiplieront et se lèveront, de soldats se lèveront. Et c'est pour ça que nous sommes cette génération qui s'est levée comme un seul homme pour dire aux Africains mal intentionnés ou bien à certains leaders mal intentionnés qui veulent continuer à paupériser l'Afrique, à maintenir l'Afrique dans le chaos. Nous allons, même au prix de notre vie, je le dis bien, même au prix de notre vie, nous sacrifier pour que l'Afrique soit totalement libre. Donc ils peuvent envoyer les menaces de jour comme de nuit, ça ne changera pas ma position, ça ne changera pas la vérité. Et c'est pour ça que les Saintes Écritures disent, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre. Et c'est pour cette vérité-là que nous sommes là. Donc, ayant dit cela, donc, cher ami, c'est Bamba, Ladi Bamba de Côte d'Ivoire, qui fait partie du rassemblement des Vous avez le nom, hein? Bien sûr. Qui fait Ladi Bamba de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, qui fait partie, c'est le président des alanacistes ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire un groupement qui soutient Alassane Ouattara avec un général Diamondo, si c'est Diamondo. En fait, ils ont des noms comme ça et qui menacent de jour comme de nuit. Nous leur disons, vous ne nous faites pas peur. Parce que notre combat n'est pas seulement à nous, même le divin est avec nous. Et quand vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez rien craindre. Maintenant, venons en Libye. Vous m'avez posé une question de savoir aujourd'hui comment la Libye se porte malgré que l'Occident avait promis la démocratie. Monsieur Hubert Etunji, vous avez posé la question là comme si vous étiez un peu naïf, sachant que la démocratie n'a jamais existé dans le monde. Surtout cette démocratie importée par l'Occident. Citez-moi un seul État dans le monde où les Occidentaux... Si on va dans leur présupposé, le présupposé c'était qu'il y avait un dictateur qui en réalité tuait son peuple et le martyrisait et autres. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut faire la balance juste et claire entre la période, l'époque du dictateur et les batailles qui se déroulent pour contrôler Tripoli? Actuellement en Libye, on est déjà à presque 2 à 3 millions de morts, sans compter ceux qu'on a tués pendant les opérations de l'OTAN. Donc s'il faut compter, on est à près de 5 millions de morts en Libye. Alors je voudrais simplement qu'à la période, vous essayez d'évaluer la période où Kadhafi était au pouvoir, s'il y a eu des catastrophes, des crimes contre l'humanité comme après la période de son assassinat. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dictateur en Libye. Maintenant, si on regarde le taux de pauvreté actuellement en Libye, si vous faites la comparaison, le ratio avec le temps de Kadhafi, parce qu'au temps de Kadhafi, on ne payait pas de l'eau, on ne payait pas l'énergie, on ne payait pas du pain. Il y avait des familles, dès que vous avez mis un enfant au monde, alors vous êtes directement pris en charge par le trésor public. Donc aujourd'hui, regardez si les mêmes conditions continuent aujourd'hui en Libye. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire que la démocratie qu'on a voulu amener en Libye a échoué. Si vous regardez aujourd'hui les constructions, est-ce qu'il y a encore les constructions, les mêmes constructions pendant la période de M. Kadhafi, du grand timonier africain, M. Muammar Kadhafi? Aujourd'hui, est-ce que ces immeubles, ou bien ces rues, ou bien la stabilité de cet État-là est véritable aujourd'hui? Nous disons non. Est-ce que la liberté, parce qu'aujourd'hui nous avons découvert qu'il y a le commerce des esclaves actuellement en Libye. Est-ce qu'à la période de Muammar Kadhafi, il y avait le commerce des esclaves? Si nous croyons et que nous disons non, qu'il n'y avait pas ce commerce, ça veut dire que la démocratie, que ceux qui ont voulu nous faire croire que non, c'est la meilleure démocratie, n'est pas une vérité. Ayant dit cela, je vous pose encore la question de savoir, est-ce que dans le monde, vous avez déjà vu un État néocolonial ou bien un État aussi colonial apporter le bien-être aux populations des colonisés? Ça, c'est moi qui pose. Je pose, bon, c'est une figure de style pour répondre, pour vous dire que aucun État colonisateur n'a jamais apporté des vraies réponses aux États colonisés. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la destruction complète de la Libye, et d'ailleurs le docteur Basselekin parlait tout à l'heure du Mali, regardez ce que Barkhane, est-ce que Barkhane a apporté des solutions concrètes à cette zone-là où on a mis à beaucoup de milliards? Et la dernière fois, je vous faisais un bilan estimatif. La France dépense, l'opération Barkhane, ils utilisent 1 million d'euros jour. 1 million d'euros jour. Pendant 5 ans, calculez 1 million d'euros jour pendant 5 ans que la force Barkhane est installée au Mali. Est-ce qu'ils ont apporté des solutions? Quand quelqu'un investit autant d'argent pour son armée ou bien pour sécuriser un territoire et qu'il n'arrive pas à sécuriser, à éliminer le terrorisme, ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas là pour cet objectif-là. Ça veut dire que son bénéfice par rapport à son investissement est 1000 fois plus. Donc, quand nous regardons aujourd'hui la Libye, c'est que la mafia internationale a réussi son coup. Il fallait
fait sortir Muammar Kadhafi d'un pays qui était extrêmement riche, extrêmement stable, extrêmement fourni en matière première, en matière de gaz, en matière de pétrole. Parce que vous allez regarder aujourd'hui, c'est les sociétés américaines qui s'engraissent. Et d'ailleurs, l'une des informations très importantes parce que les gens regardent seulement les ressources gazières et pétrolières, mais on ne regarde pas l'argent que Kadhafi avait dans sa banque centrale. Parce que c'est l'un des éléments, et c'est pour ça que aussi longtemps, il faut effacer les traces le plus rapidement possible pour cet argent. Parce que la traçabilité, où est parti cet argent? Parce que la première des choses, quand il y a une rébellion, ou bien quand on crée une rébellion, ou on crée le désordre dans un État, la visée, c'est d'abord la Banque centrale. C'est ce que les Guillaume Soro ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont allés casser la Banque centrale avec ses amis Ouattao et tout le reste, pour d'abord avoir les ressources financières. Nous arriverons dans le cas de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Mais nous pensons aujourd'hui que cet argent que Muammar Kadhafi, parce que quand même, il avait déjà un fonds de souveraineté pour créer le Fonds monétaire africain. Il avait déjà un fonds de souveraineté pour créer le satellite et tout le reste qu'on devait utiliser. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait des liquidités en Libye. Et ces liquidités sont parties où? Parce que sans compter ce qu'on a donné un peu à Sarkozy pour aller faire sa petite campagne où il allait gagner l'élection. Après avoir pris l'argent, il est revenu maintenant avec les bombes. Vous comprenez un peu? Et comme on dit chez nous en Afrique, tu soignes quelqu'un les pieds, c'est les mêmes pieds qui se mettent debout pour t'arrêter la bagarre avec. C'est ce qu'il a fait à Kadhafi. Donc nous pensons aujourd'hui que cette démocratie importée, parce que quand nous parlons de démocratie, essayons de voir la démocratie à l'occidental. Quand George William Bush remplace son père Bush, père, c'est la démocratie. On applaudit. Ça veut dire que de père en fils. Mais quand Bongo fils remplace Bongo père, ce n'est pas la démocratie. Ou bien quand Eyadema père, fils remplace Eyadema père, ce n'est pas la démocratie. Quand Bill Clinton, le pouvoir se transmet par les oreillers, c'est-à-dire Bill Clinton, ancien chef d'État, maintenant sa femme aussi devient secrétaire d'État, parce que le poste de secrétaire d'État aux États-Unis est l'un des postes les plus importants. Vous comprenez un peu. Mais en dehors qu'elle soit secrétaire d'État, elle fut candidate à l'élection présidentielle. Il a manqué de peu. Si la mafia mondiale américaine n'avait pas décidé autrement, elle serait chef d'État des États-Unis aujourd'hui. Donc vous comprenez que quand c'est chez eux, ça peut se transmettre au travers sexuellement transmissible. La démocratie peut se transmettre sexuellement, donc au travers du lit. Mais quand c'est en Afrique, c'est un problème. Donc vous comprenez qu'en réalité, on a un problème aujourd'hui d'éducation et de ce que nous appelons la démocratie. Parce qu'en réalité, ce que l'Occident veut nous amener comme démocratie n'est pas en réalité une démocratie. C'est une dictature. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons cette dictature aujourd'hui en Libye, où les armes crépitent, où les armes parlent. Le langage des armes est plus présent que le langage de tout le reste des êtres humains. Donc, arrêtez de dire que on nous a apporté la démocratie, ou bien on était dans l'objectif de nous apporter la démocratie. Non, on voulait les ressources de la Libye et on les a eues et créé le désordre, parce qu'en réalité, le projet, ce n'était pas seulement de créer le désordre en Libye, et que le désordre de la Libye puisse aussi déstabiliser tous les États qui sont à côté de la Libye et toute l'Afrique tout entière qui était en train de vouloir son émergence avec le leader suprême, le Muammar Kadhafi. Alors, merci à vous Christelle Fanga pour cette analyse. Il se pose donc un problème. Président Bandakani, bonjour et bienvenue. Merci de Tondi. Bon après-midi à vous. Je ne voudrais pas revenir sur la dimension émotionnelle de votre présence ici, qui nous rappelle les débuts de ce combat. Nous avions été les principaux pionniers. Il faut l'appeler ça. Parce qu'actuellement, on voit beaucoup de gens sont devenus panafricanistes et ils ont le courage de donner les leçons aux pionniers. Ils donnent les leçons aux pionniers. Il y a un moment, il faut faire trêve de modestie et rappeler certaines choses. C'est pas tout le monde qui pouvait se lever et commencer ce combat en Afrique. Ah oui. Maintenant que le terrain est débrayé, n'importe qui peut se lever et parler. On a tendance même à manquer d'humilité à l'égard des pionniers. Il y a cette émotion-là qui transmet quand je suis sur un plateau avec toi et je ne peux pas ne pas le souligner, le mentionner. Je voudrais saluer notre aîné, Dr Basileki. Je suis très content de le revoir pour les raisons qu'il sait, parce que je sais qu'il n'a pas eu une fin d'année facile. Il a été malade,
Il a subi une opération et nous sommes contents de voir qu'il a subi cette opération avec beaucoup de joie et d'avantage. Il est sorti sain et sauf, plus fort des opérations. Et nous voulons bénir le vrai Dieu Tout-Puissant pour cela. Je voudrais saluer mon ami Malpetel qui a N'Djamena, on se connaît, au début de ce combat aussi. Ça me rappelle aussi le moment fort de ce combat au début. Quand je le vois en N'Djamena, ça me rappelle des souvenirs. Donc, je voudrais le saluer là-bas, lui transmettre mes meilleurs voeux, le nouvel an, et saluer enfin mon frère, mon compagnon, avec qui je partage beaucoup de choses, mon ami l'apôtre Fanga, pour qui j'ai un profond respect. Je voudrais saluer les techniciens et toute la communauté panafricaniste du monde entier qui nous regarde cet après-midi. Voilà, c'était pour les civilités. Alors, ces civilités, on entre en Libye, c'est un sujet d'accueil, mais l'attention est mobilisée sur le contrôle de Tripoli et l'on sait que des milices sans ordre ni loi pilulent dans toute la Libye et font la loi, et que deux gouvernements se battent continuellement. Mais la bataille sur Tripoli maintenant, qui est orientée vers le contrôle des puissances internationales, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une telle bataille aujourd'hui, alors qu'en réalité, on serait allé naturellement vers la pacification du pays si l'on s'en tient aux prémices de départ? Alors, le conflit libyen pose un problème fondamental qui peut avoir plusieurs facettes. Mais il ne faut pas que les autres facettes remplacent la problématique fondamentale que la Libye nous pose, nous renvoie au visage. Problématique que les Africains, beaucoup d'Africains ont voulu nier, pour des raisons d'intérêt évidents. Il y a une classe intellectuelle africaine qui régnait ici depuis des années, parce qu'elle avait été décrétée comme telle classe intellectuelle par l'Occident, par les réseaux occidentaux, qui les pourvoyaient en réseau international, ce qui signifiait des devises, de la reconnaissance. Et les gens exerçaient un mandarinet intellectuel sur le continent, et sur la base d'un discours convenu, qui masquait la réalité de l'impérialisme sur le continent africain. Alors on a voulu réduire les problèmes de l'Afrique à des querelles entre Africains, entre les peuples et les dirigeants, masquant toujours le rôle fondamental de l'impérialisme, sur le nom de l'impérialisme occidental. Donc, la Libye et d'autres foyers en Afrique mettent sur la table aujourd'hui cette réalité qu'on a voulu nier, qui n'a jamais cessé d'exister depuis bientôt 1000 ans. Il faut toujours mettre ça dans cette perspective, sinon on ne comprend pas ce qui a été passé. Okay. Depuis 1000 ans, maintenant là c'est millénaire. C'est millénaire. Depuis 1000 ans. C'est millénaire, c'est-à-dire que... alors ce qui se vit actuellement, c'est un prolongement. L'impérialisme n'est pas millénaire, parce que l'impérialisme, on peut le situer avec l'émergence du capitalisme, et pratiquement avec cette intensification entre le 18e, 19e, 20e siècle. Mais auparavant, c'était l'esclavage. C'est-à-dire les gens ont quitté chez eux pour aller prendre les gens de force et aller les faire travailler. Ouais, c'était le début du capitalisme. Marx a appelé ça l'accumulation primitive du capital. Alors c'est de la sauvagerie, mais c'est différent de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est le stade suprême capitaliste. C'est ce que disait Lénine. C'est le stade suprême. Alors oui, le signe majeur, c'est l'apparition des monopoles, de grandes multinationales qui ont le monde comme champ, n'est-ce pas, d'expansion de leur projet économique. Voilà, économique. Donc là, c'est-à-dire que l'impérialisme aujourd'hui, c'est-à-dire personne, c'est-à-dire il est, on dit ça, il est époustouflant, c'est-à-dire qu'il est tellement envahissant que personne ne peut faire semblant pour le voir, on ne peut plus le cacher. Et c'est ce que la Libye nous enseigne, Hubert Tondi. De quoi est-ce qu'il s'agit de manière fondamentale? L'ensauvagement des relations internationales, à un niveau le plus élevé que le monde ait connu. C'est-à-dire qu'il y a eu un ensauvagement des relations internationales dans les premiers temps où la diplomatie, entre guillemets, a émergé. Mais ça, on pouvait comprendre. C'était les débuts de la diplomatie, tu vois. Il n'y avait pas un espace international un peu civilisé par la loi. Tu vois, c'était les faits, c'était un droit de facto. C'était des faits, des alliances, des ententes entre États qui servaient, entre guillemets, d'espace international. Et ça pouvait être régi que par la violence des intérêts à l'époque. C'est compréhensible. Mais
qu'en plein 21e siècle, c'est-à-dire quand le 20e et le 21e siècle, alors qu'il y a un espace international qui a émergé et qui a été civilisé, il y a eu un projet de civiliser l'espace international, parce qu'on appelle la SDN et l'ONU, c'est bien tout dit, on assiste à un retour en arrière de près de 3 siècles de travail intense pour constituer un espace international. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Mais c'est important ce que ça te dit. Je vous réponds sérieusement. Merci de me relancer. C'est-à-dire que il y a un ensauvagement des relations internationales prise en charge par l'Occident et qui est la tradition de la vraie nature de l'Occident. C'est ce que la Libye est en train de monter. C'est-à-dire en réalité, l'Occident ne peut que fonctionner comme ça, comme vous voyez là. Et ça dit que voilà l'Occident. Quand on voit la Libye, voilà l'Occident. La Libye, l'Irak. Tous ces pays-là, oui. La violence à l'état brut comme méthode de conquête des ressources, des richesses et des êtres humains. Si on ne comprend pas ça, on peut parler sur la Libye, on parle des milices machinelles. Tous ces milices-là sont des histoires. Ce sont les milices ne sont que des facteurs secondaires. Le projet, c'est ça, c'est le projet occidental, c'est l'occidentalisme. Dans sa réalité, la violence à l'état brut, l'exercice de la violence à l'état brut. Ce qui est grave, c'est que cette violence à l'état brut a l'air de se revêtir d'oripeaux vertueux. Au départ, c'était la mission civilisatrice. Après, c'est la promotion du développement. Après, maintenant, la démocratie et les droits de l'homme. Mais chaque fois, prenez la mission civilisatrice et c'est confondu avec une cruauté sans possible qu'on imposait au peuple dit arriéré. Alors après les luttes anticoloniales, on aboutit à ce qu'on appelle le développementalisme. Là encore, il est violent économiquement et là encore, c'est-à-dire, ce sont des guerres, la cruauté, la violence et la sauvagerie. Mais sous le masque de développer et moderniser économiquement le pays. Quand ça passe, démocratie, droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La Libye. Je reviens à vous. La Libye. C'est-à-dire que, regardez les gens qui portent ce projet. Sarkozy. Mais, mon cher Tony, si le monde était monde, est-ce que Sarkozy a le droit d'avoir un statut d'être humain? Voilà celui qui était à la tête de ce projet. Il dit qu'il allait mettre la démocratie en Libye. Le Cameroun. Le Obama. Quand des hommes comme ça peuvent concevoir, c'est-à-dire que systématiser, élaborer le projet d'aller déverser la violence et la cruauté sur les êtres humains qui ne les ont rien fait, vous croyez que dans un monde normal, on peut accorder le statut d'humain à ces 3 visages-là? Mais c'est là qu'il s'agit. Alors, les milices, alors maintenant on voulait discuter les gens, que ce soit... Mais au départ, le discours médiatique, le discours des ONG, le discours des experts, c'est sauver la Libye qui est prise en otage. Kadhafi, un tyran extraordinaire qui se droguait, d'après M. Nicolas Sarkozy. Que Kadhafi se droguait. Et moi j'ai dit à l'époque, mais si on peut avoir un drogué à la tête de son pays et qu'il y a de telles performances économiques, ben nous tous, on aimerait être dirigés par des drogués. Oui, des drogués. Alors, vous voyez, est-ce que vous savez comment, quand ils ont arrêté Kadhafi, parce qu'il faut le dire aux gens, que les gens voient à quel niveau, à qui on a... Oui, allons-y. Quand ils l'ont arrêté, ils l'ont désarmé, ils ne étaient même plus armés. Ils l'ont torturé sauvagement, ils lui ont fait subir des sévices sexuels. Il faut le dire, que le monde entier attend. Qui sont ces gens? Sexuels. Oui. Après, ils ont tué ses fils. Après les avoir soumis à ces mêmes services sexuels. Alors ça veut dire que la Cour pénale internationale peut aller dans ces traces-là. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ça, vous parlez, ça c'est des viols et des... Avec qui là? Cette dame... Vous êtes sérieux là. Je pense que vous blaguez, M. Bertondi. La Cour pénale internationale, ils n'ont pas compétence. Ils ne peuvent pas toucher ce... Non, on ne peut pas aller là-bas. La Cour internationale, j'ai déjà dit, c'est une cour qu'on a fabriquée pour effrayer tout ce qui veut changer le monde. Voilà la vérité. Et la Cour pénale internationale a pour mission d'effrayer tout ce qui veut changer le monde et de protéger ceux qui détruisent le monde. Voilà la Cour pénale. Okay. Donc vous voyez, alors, les djihadistes, les islamistes, les soi-disant libéraux, bon, à l'exclusion des soi-disant des pro-kadhafistes, n'est-ce pas, sont tous des instruments de la France. C'est-à-dire, c'est la France, c'est l'Angleterre, les États-Unis
avec le pion, que vous appelez le Qatar, la Turquie, une certaine mesure, l'Égypte, tout ça, vous voyez, ce sont... on a créé les milices, on les a armés. On a fabriqué le terrorisme. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a créé. Maintenant, le chaos actuel est un chaos créé, organisé et fabriqué. Par l'Occident. Il ne faut pas comme vous dire que non, les terroristes sont très forts, les groupes terroristes, ils ont leur agenda, n'est-ce pas? Ils font ceci, ils sont incontrôlables, les Occidentaux ne sont pas responsables, mais ils essayent d'arbitrer, ça dépasse. On ne peut plus dire ça en Afrique aujourd'hui, c'est terminé. Et Afrique Média, et c'est votre victoire, Bertondi, quand Afrique Média est né, c'était la thèse centrale géopolitique que nous on défendait. Et à l'époque, on nous envoyait des soi-disant docteurs en doctorat, qui voulaient dire que non, les guerres là, parce que bon, les États ont failli, ils n'arrivent pas à contrôler les trafiquants de drogue, de machins et contrôles qui s'enrichissent. Alors, l'Occident vient parce que s'il ne vient pas, ça va traverser nos frontières et ça va aller installer le danger chez eux. Voilà la thèse qui régnait à l'époque pour justifier ça. Mais aujourd'hui, que ce soit au Mali, tout à l'heure, le docteur Bassé qui nous a interpellé sur le cas du Mali, c'est la déclaration indépendante de la Zawak. Mais nous, on l'a dit, si vous vous rappelez, dès que la France intervient au Mali, nous avons dit aux Maliens que non, 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 c'est fini. Ils vont diviser votre pays en deux et vont installer une base militaire chez vous. Je suis fier aujourd'hui que les Maliens l'aient compris. C'est tard, mais peu importe. Et ils demandent aux Français de partir. Comprends? Nous, on l'avait dit. Donc, pour terminer, Hubert Toundi, la Libye nous enseigne quoi? Que, un, les Occidentaux, dans leur projet politique, se comportent comme des sauvages, alors qu'ils prétendent être des civilisés. Deuxième chose, il y a un ensauvagement extraordinaire des relations internationales qui nous ramène dans des conditions pré-onusiennes, c'est-à-dire pré-droit international. Troisième élément important, le terrorisme est une création. Le djihadisme, le terrorisme et dans une certaine mesure l'islamisme sont des créations de l'Occident, sont des instruments qui sont au service de la colonisation de l'Afrique mise en œuvre par l'Occident. Ces trois terres aujourd'hui ne sont plus discutables que ce soit république. Alors ça veut dire, je vous relance, hein, pour mieux cerner et comprendre cette affaire, toutes ces batailles des puissances internationales, c'est en défaveur de la Libye, de l'Afrique, ou bien est-ce que vous pouvez être la porte de sortie d'Exit House? La porte de sortie, mais ce n'est pas... Comme l'histoire du genre enseigné, c'est la lutte et la guerre contre l'impérialisme. Il n'y a pas deux portes de sortie. Les peuples doivent reconstituer les dynamiques de libération que l'Afrique a eu à connaître. Et les dynamiques de libération contre le colonialisme. Et lutte contre l'esclavage. Donc il s'agit d'accumuler toute cette expérience que nous avons eue à partir de la lutte contre l'esclavage, des guerres de libération nationale. Il faut accumuler ça, et bien tout dit, pour passer à un saut qualitatif et entrer dans une troisième génération de guerre contre l'impérialisme devenu global. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est le travail que nous faisons Afrique Média. D'abord maîtriser la géopolitique et deux, organiser le combat. Il n'y a pas trois solutions. Les peuples maliens l'ont compris. Les peuples commencent à le comprendre en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, l'Union pour l'africanisme a fait un travail extraordinaire, les gens le comprennent. Même s'il y a les combats d'arrière-garde menés par les suppôts occidentaux qui se cachent derrière le manteau de démocratiseurs et de défenseurs des droits de l'homme, du n'importe quoi. Donc la solution est claire. Pour le cas précis de la Libye, il faut espérer que les populations de la Libye, les vraies, pas les étrangers qu'on a importés là, vont se reconstituer à ce qu'on appelle dans le mouvement de libération nationale d'abord. C'est d'abord à eux que cela appartient. Et deuxièmement, donc, une action internationale africaine, pas l'ONU, la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis. Les pyromanes, si quand ils éteignent le feu, c'est très grave. Ils vont donner une facture, ils vont s'y facturer. Ils vont vous faire payer très cher. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de pourparlers, beaucoup de conférences dans cette affaire de la Libye. Non, je parle d'une vraie action internationale africaine. Pas les histoires de l'Union africaine. L'Union africaine vraiment fait honte à toute l'Afrique. Tout le monde est en train de voir. Tout le monde est en train de voir aujourd'hui, c'est quoi l'Union africaine? Elle s'était, alors qu'on vient, M. Macron est venu avec son long coup recolonisateur, braillé, dit des sornettes en Côte d'Ivoire. L'Union africaine ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien, alors que tout indique aujourd'hui que c'est la France et l'Occident qui mettent le feu au Sahel. Tout indique. L'Union africaine s'était. Donc nous ne comptons pas sur l'Union. L'Union africaine, c'est une succursale de l'Union européenne. Ce sont des fonctionnaires de l'Union. Ce sont des sous-fonctionnaires de l'Union européenne. Donc nous parlons d'une version internationale originale, vous comprenez, une dynamique comme le G5 Sahel. Au début, c'était original. Vous voyez, 5 pays du Sahel qui ont décidé
de prendre la responsabilité. Mais après ça, ils ont commencé à dire que non, on veut l'argent de l'étranger. Mais c'est que fait ça. Mettez-vous ensemble, créez une dynamique endogène, digne de son nom, n'est-ce pas? Et arrêtez de tendre la main, d'attendre quelque chose de l'Occident. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on appelle cette recomposition géopolitique dans le monde, M. Hubert Etondi avait un peu d'intelligence. Je dis bien, une vraie action internationale digne de son nom est capable de réunir en Afrique. C'est-à-dire une vraie dynamique endogène, n'est-ce pas, qui va s'élargir au niveau global avec les nouvelles puissances qui montent pour créer, n'est-ce pas, une action qui est capable de ramener la paix en Libye. Merci beaucoup pour cette intervention avec ce sujet d'accueil. Merci à vous tous. On va aller à Bruxelles pour prendre Luc Michel. Luc Michel, bonne heureuse année déjà. Nous étions avant la fin de l'année sur la scène du débat panafricain. Maintenant, les projecteurs sont sur 2020. Vous avez déjà intervenu à plusieurs reprises. On revient aujourd'hui avec ce sujet d'accueil sur la Libye. Et la Libye, c'est une scène, hein, c'est une scène africaine et même géopolitique, géostratégique et internationale que vous maîtrisez. Mais aujourd'hui, vous avez certainement suivi le président Bandakani qui vient de camper cette affaire comme étant la mainmise de l'Occident pour la continuité de l'application, de la pratique de l'impérialisme en Afrique. Alors, quelle est votre lecture sur cette scène où se battent désormais les puissances étrangères pour le contrôle de Tripoli? Est-ce pour la paix de la Libye? Est-ce pour le partage des intérêts? Est-ce pour faire le service après-vente? Quelle est la lecture que vous avez sur ces affrontements? On assiste à une nouvelle phase, à un nouveau stade du chaos libyen et de la guerre d'agression contre la Libye. Nous avions eu, entre 2003 et 2011, la soi-disant coexistence pacifique entre la Jamaïria et les Occidentaux, qui, comme la coexistence pacifique avec les Soviétiques, a servi à déstabiliser la Jamaïria de l'intérieur. Nous avons eu en février-mars 2011 un coup d'État mené par les Occidentaux, et dans ce coup d'État, ce n'est pas Sarkozy qui était au premier plan, lui a été un minable petit porteur de valises, étaient à la manœuvre les anglo-saxons, Obama, Hillary Clinton et Cameron. Il y a eu ensuite la transformation du coup d'État en guerre civile, de février à novembre 2011. Ensuite, la phase de destruction de l'État jamaïrien. Je répète et j'affirme que la Jamaïria était un État politique très structuré et pas un conglomérat anarchique de tribus comme on nous le raconte depuis. La Jamaïria est notamment divisée en 22 grandes municipalités, base de la démocratie directe qu'on appelait les chamiats. Entre cette période qui va de novembre 2011, l'assassinat de Kadhafi, et les élections de 2014, il y a la tentative d'établir un régime fantoche pro-américain en Libye, avec Al-Megraïef, avec Ali Zintan, avec déjà Haftar, qui contrôlait la nouvelle armée libyenne. En 2012, des élections truquées, avalisées par l'Union européenne, envoient les forces libérales au pouvoir au Parlement. En 2014, il y a de nouvelles élections. Les élections sont gagnées par les islamistes, refusées par, bien entendu, l'ancien Parlement. L'ancien Parlement va siéger à Tobrouk. Il s'appuiera rapidement sur le nouvel homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, qui fait un coup d'État et privatise l'armée libyenne, qui s'appelle désormais l'armée nationale libyenne, mais c'est une armée privée à son service. Il y a le nouveau Parlement qui s'installe à Tripoli. Commence alors la guerre entre les deux gouvernements, entre Tripoli, Tobrouk et Benghazi. Commence aussi la phase de déstabilisation par le chaos de la Jamaïria libyenne. Il y a 12 grandes entités qui se partagent le territoire. Pas seulement Haftar à Tobrouk et Benghazi, pas seulement les islamistes à Tripoli et Misrata, mais aussi d'autres islamistes qui rejoignent Haftar à Zintan, mais aussi des mouvements sécessionnistes appuyés sur leurs milices armées,
Toubou et Berbère, enfin des zones de non-droit tombées aux mains des djihadistes, à la fois ceux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aussi ceux de Daesh au Grand Sahara. Arrive alors la phase 2017-2018 qui s'est terminée en février 2019, c'est la guerre par procuration. Deux groupes de pays se font la guerre au travers des factions libyennes. D'un côté, les Qataris et les Turcs, appuyés aussi par l'Italie, qui veut s'emparer des champs de pétrole libyens avec l'ENI, et les forces saoudiennes, émiraties, égyptiennes qui soutiennent Haftar, et en arrière-plan, les Français et Total, qui fait la guerre à l'ENI pour le contrôle des ressources libyennes. En février 2019, on passe à une nouvelle phase, c'est la bataille pour Tripoli. Haftar, aidé par les Émiratis, pense qu'il va faire une guerre éclair, une blitzkrieg, qui va s'emparer de la totalité du gâteau libyen. Et ça ne se passe pas comme ça, parce que déjà, il y a une intervention des Turcs. Les Turcs livrent des conseillers, des spécialistes, du matériel, et ils stoppent l'avancée de Haftar sur Tripoli dans la bataille de Gariam, dans la banlieue est de Tripoli. À partir de ce moment-là, c'est une guerre qui s'enlise, et on en arrive à la dernière phase en ce mois de décembre. Cette phase, elle est simple, c'est la Turquie qui intervient directement dans le conflit libyen, en particulier dans la bataille de Tripoli. Son parlement vient de voter l'envoi de troupes. Et de l'autre côté, ce sont les Égyptiens qui ne peuvent pas tolérer un pouvoir islamiste gagnant à Tripoli, qui menacent d'intervenir, qui renforcent directement les forces d'Haftar. Il y a derrière Haftar également les Russes, notamment les firmes de sécurité comme le groupe Wagner. Il y a des pays comme le Tchad qui, avec Haftar, veut contrôler sa frontière libyenne, mais refuse de se laisser impliquer dans la bataille de Tripoli. Il y a, enfin, derrière tout cela, les Américains. Les Américains, eux, ils restent leur plan B. Leur option qu'ils développent depuis 2014, c'est la géostratégie du chaos, théorisée par les généraux du Pentagone en Somalie, où elle a été essayée et réussie. Les Américains comptent les points, soutenant un jour la Turquie, condamnant la Turquie le lendemain, soutenant Haftar, soutenant Tripoli. La dernière phase, elle a vu, avec le ministre Chagam, qui est le ministre de l'Intérieur de Tripoli, une délégation se rendre à Washington, mettre l'accent sur le danger russe comme en Syrie, de la Russie aux côtés d'Haftar, et obtenir une condamnation, mais verbale, des Américains. L'internationalisation, elle est grave parce qu'elle va déstabiliser tout le Maghreb, toute l'Afrique sahélienne. Elle va aussi menacer l'Afrique. De quoi s'agit-il? C'est que derrière la théorie du chaos, comme en 2003 ou en 2011, les Américains ont un plan de remodelage de ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Il est toujours d'actualité. Vous verrez que les Turcs essayent d'impliquer les Tunisiens et les Algériens. Ils ont l'appui des Américains pour ce faire. Et le résultat, il est très simple, évidemment. Ça risque d'être une déflagration qui va exploser toute la zone nord-africaine et sahélienne. L'Algérie refuse cette implication. Elle a notamment réuni son conseil de sécurité avec le nouveau président algérien. Il refuse l'intervention étrangère. C'est une grande nouveauté parce que jusque-là, l'Algérie était fâchée avec Haftar. Haftar, en 2016, avait menacé et insulté les Algériens et menacé d'intervenir, de poursuivre les djihadistes directement sur le territoire algérien. Depuis, Alger soutenait Tripoli. Il semble que c'est terminé à cause de l'implication des Turcs. Les Égyptiens sont au bord de l'entrée directe, avec des conséquences pour l'Union africaine, puisque le maréchal al-Sisi, il est à la fois juge et parti. Il est le mentor de Haftar, son principal soutien, mais il est également le président de l'Union africaine. Derrière tout cela, d'autres pays sont concernés. Les Américains voudraient
que le Tchad s'implique dans la bataille de Tripoli, ce qu'avec sagesse Idriss Déby Itno refuse. Il voudrait que les Algériens s'engagent dans le bourbier libyen, ce que les Algériens ne veulent pas. Ils privilégient la diplomatie. Il y a également d'autres présidents africains au Mali, en Centrafrique ou Issoufou au Niger, qui sont effrayés des conséquences de ce qui se passe et qui rappellent que c'est la destruction de la Jamaïria par les Occidentaux qui est la cause de tout cela. Enfin maintenant, derrière tout ça, il y a un gigantesque arrière-plan, c'est la nouvelle guerre du gaz en Méditerranée, les accords conclus entre le gouvernement de Tripoli, qui ne représente que 8% du territoire, établissant une nouvelle frontière maritime avec les Turcs, leur donnant le contrôle des champs pétro-gaziers offshore, en suscitant la colère de la Grèce, de Chypre, rappelons quand même que ce sont aussi comme les Turcs des membres de l'OTAN, suscitant la colère des Égyptiens, des Libanais, et c'est une nouveauté des Israéliens, qui étaient jusque-là unis et tolérants dans la clandestinité de la diplomatie secrète avec la Turquie, et qui n'acceptent pas la captation des champs pétroliers au large de Chypre par les Turcs. Voilà où on en est, voilà où a conduit la destruction de la Jamaïria libyenne. Rappelons quand même, et malheureusement c'est le cas de toutes les puissances régionales et mondiales impliquées, tout cela se fait au nom d'un cynisme absolu, des intérêts privilégiés des grandes puissances. Tout se fait contre la liberté, contre l'avenir de nos frères libyens. Contre l'avenir, la liberté des frères libyens. Pourtant, les préalables et les prémices, je le disais, et j'aime à le rappeler, étaient d'apporter la paix, la démocratie, le développement en Libye. Alors, quel paradoxe. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale peut s'interroger, se regarder sur le miroir? C'est un point d'interrogation. On repart à N'Djamena pour donner une dernière parole à Malpetel. Malpetel, Ousmane Malpetel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vécu cette scène, certainement, cette scène et ce chaos qui s'est construit, qui s'est fabriqué? Le président Badakani disait que c'est un chaos fabriqué et harmonieusement construit. Ce n'est pas, Luc Michel n'est pas à loin de là. Alors aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale, dite internationale, peut se regarder froidement sur le miroir avec cette situation en Libye et dire au monde que quelque chose de bon s'est fait en Libye? Merci Hubert, merci de me redonner la parole. Je voudrais dire ceci, le chaos comploteur des autres n'exclut pas la responsabilité directe de nous, Africains. Apprendre à s'auto-prendre en charge, à évaluer ce qui est bien à faire et à voir dans quelle mesure il faut résoudre nos problèmes que de rester pleurnichés. Moi, je n'appartiens pas à cette classe de panafricanistes qui estiment qu'il faut faire des diagnostics à tort ou à raison et sans préconiser une solution fiable. La solution fiable ne partirait que de nous. Elle ne partirait que de nous, et vu la gravité de la situation sur le terrain en Libye, vu ce qui est subi au sud du Sahara, notamment autour du lac Tchad avec le chaos libyen, je crois que chacun vit le problème selon ses intérêts, selon ses faiblesses. Et si au nord de la Libye, les grandes puissances discutent le butin de guerre qui est le gisement du gaz offshore et le pétrolier onshore, je crois qu'au sud de la Libye, il y a des pays qui subissent ces chaos, qui subissent le trafic d'armes, qui alimentent les bandes criminelles du nord du Mali, des bandes criminelles de Boko Haram autour du lac Tchad. Et en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, je crois que on ne relève pas aussi beaucoup cet aspect.
il y a 50 pêcheurs qui venaient d'être égorgés autour du lac Tchad. Et ce sont des Camerounais, ce sont des Nigérians, ce sont des Tchadiens, ce sont des Nigériens. Bref, ce sont des Africains. Et ils ne demandent qu'à pêcher leurs poissons tranquillement dans les eaux du lac Tchad, où dont ils exercent leur métier depuis des millénaires. Et maintenant, quant au contrôle des richesses par la Turquie qui veut se repositionner, ce n'est que normal pour toutes les grandes puissances qu'elles pensent un jour à aller chercher des ressources pour leur peuple. Moi, je ne leur ferai pas de procès d'intention sur ça. C'est là. Le monde est conçu à partir des rapports de force. La Turquie, autrefois, était perçue comme le pays colonisateur. C'est vrai, l'Empire ottoman avait colonisé tous les pays de la Méditerranée. Donc, de l'Égypte en allant jusqu'en Algérie, l'Empire ottoman avait donc réussi à implanter avec son armée à l'époque des Mamelouks ce que nous avons appris des Turcs. Et il y a d'un côté Erdogan qui a une pensée de l'hégémonie turque qui veut les implanter. Il rêve toujours de revoir la grande Turquie de l'Empire ottoman se réinstaller, se déployer autour de la Méditerranée. Bon, aujourd'hui, avec la puissance militaire que la Turquie dispose et avec les problèmes, les sollicitations d'une partie de la Libye qui est en détresse, ce n'est que normal d'un côté que les Turcs aussi puissent venir les apporter une aide, si cela ne nuit pas aux populations. Déjà, de l'autre côté, l'Égypte a carrément choisi son camp. Et il ne veut pas voir des islamistes, je ne sais pas si c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on appelle islamiste? Donc, et tout ce que l'Égypte prône là-bas, ils ne veulent pas un régime démocratiquement élu qui va venir peut-être inspirer les autres régimes. C'est ce qui est perçu là-bas. Chacun vit le problème selon ses intérêts. Bon, est-ce que les Turcs vont rester voir les gisements qui seront puisés par d'autres puissances qui est aussi à leur portée et qui ne viendront pas aussi chercher leur part? Ça, c'est un sujet à caution, à géométrie variable selon les technicités dont chacun peut s'offrir le butin, en complicité avec le désaccord sur le terrain où le peuple libyen a choisi la voie des armes pour se tuer. Et tout ce désordre vient de Haftar. Haftar qui estime de sa capacité militaire qu'il a récupéré les vieilles avions de chasse, il a reconstitué une soi-disant armée libyenne au service de sa propre personne pour détruire la Libye. Je crois, s'il y a lieu de dire quelque chose sur l'unité de la Libye, c'est qu'on ne doit pas attendre de ces pays, surtout pas de l'Égypte. Et l'Algérie a bien sûr sa volonté de voir les choses s'améliorer en Libye, mais elle ne veut non plus s'appliquer militairement sur le terrain au risque de se voir aussi déstabiliser. Cette fragilité de nos États africains, que ce soit l'Afrique blanche ou l'Afrique noire, me préoccupe tellement et nous n'arrivons pas à comprendre, surtout ici, pendant que nous faisons des débats panafricains, on ne parvient pas à situer d'abord les responsabilités, à préconiser des solutions, à diagnostiquer. Donc, la Libye émiettée, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se dirige soit vers une guerre longue, soit vers la partition de la Libye, que ce soit dans le cadre partiel, c'est ce qui est le cas même aujourd'hui, avec Haftar à l'est et le gouvernement de l'Union nationale à l'ouest. Donc, tout compte est fait, les faits sont déjà là, le compte à rebours est lancé. Et qu'en est-il de la situation des pays comme le Mali, qui subit énormément, où l'Azawad,
l'État imaginaire de l'Azawad venait de proclamer sur France 24, un de leurs représentants avait proclamé l'indépendance sur les antennes de France 24 l'autre jour. Et aucun État africain ne s'est levé pour condamner à un niveau et pour voir dans quelle mesure il faudra aider dans le Mali. C'est vrai, beaucoup disent qu'il faut que l'armée française parte du Mali. Mais c'est aussi beau d'estimer qu'il faut que l'armée française libère le Mali, l'opération Barkhane. Mais n'oublions pas que l'armée française est venue au secours de l'État malien qui était incapable de juguler l'avancée des terroristes qui fonçaient tout droit vers Mopti. Que l'armée française est venue mettre un rideau défensif aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à démanteler. Parce que nos États sont pauvres, mal structurés, et avec tout ce territoire incontrôlable, le Sahel, cette bande aujourd'hui où le terrorisme touche jusqu'au Burkina, qui était épargné autrefois, je crois qu'il faut un travail plus profond en concertation avec tous les chefs d'État africains et la contribution de tous les pays africains. Sans exception, ils doivent continuer à l'effort de guerre pour amener ces États africains à relever le niveau de leurs armées. Exception faite aux États du Tchad et le Cameroun, qui a une armée structurée, qui fait face à ces djihadistes. Je ne vois aucun État, en dehors de l'intervention et de l'appui de ces Occidentaux, tenir ces gens qui sont venus de la Libye avec des armes. Donc, et je crois qu'il faut apporter, comme je l'ai dit tantôt, les moyens financiers conséquents au président, au G5 Sahel, plus même, pourquoi même pas au Cameroun aussi, qui ne rentre pas dans le G5 Sahel, mais qui subit aussi le terrorisme, puisque le terrorisme, c'est pas seulement dans la partie du Sahel, proprement dit le désert, mais tous les pays situés autour du lac Tchad, notamment le Cameroun, subit aussi. Pas mal de ses ressources sont consacrées à défendre son territoire, où chaque jour qui passe, les incursions de Boko Haram font même peut-être plus de morts autour du lac Tchad que dans le Sahel, au nord du Mali et au nord du Burkina. Donc, M. Etoundi, essayons de reformuler les questions pour bien trouver des réponses et au sens plus large. Peut-être dans cette largesse, mais ce qu'on a envie de savoir, c'est Tripoli étant devenu l'épicentre de ces batailles, elles vont profiter à qui? Aux puissances internationales, à la Libye, au peuple libyen, à l'Afrique. C'est surtout ça notre préoccupation. Monsieur Yao nous attend depuis un bout de temps. Merci pour cette patience. Vous êtes en France, vous nous appelez. Cher monsieur, bienvenue au débat panafricain, première partie de ce dimanche. Votre contribution est la meilleure venue. Bonjour, mon très cher frère Hubert Etoundi et monsieur professeur Basileken et à notre frère Mandakari, je vous souhaite tous nos vœux de bonheur et la lutte doit continuer. Un grand merci à vous. Et moi, je vais dire ceci. Mon intervention va directement à votre invité qui était sur le plateau pour son analyse. Nous sommes effondrés ici. Sa normalité à lui. Que oui, son rapport de force. Comment on peut juger notre planète comme ça en tant qu'Africain? Que c'est tout à fait normal, et sa normalité, le rapport de force, chaque intérêt et chaque puissance va chercher son intérêt. Monsieur mon frère, admettons que je viens chez vous, votre maison, je viens avec mes camarades, mes amis. Rapport de force, je viole votre enfant, je viole vos enfants. Vous dites que c'est tout à fait normal. La normalité, votre normalité, c'est mon plaisir à moi. On peut venir chez vous à la maison, oui, c'est rien, ce n'est pas grave. Le rapport de force, il est de l'autre côté, mon cher frère, comment de tel intellectuel, nous en avons assez, mon cher frère,
Ce sont des débats que nous écoutons ici en France avec quelques frères de BFI, BFM, sur C8. Nous ne voulons plus avoir ce débat de fatalisme d'une lâcheté intellectuelle. Ça, ce n'est pas, ça c'est très grave, mon frère. Je ne vais pas être long. Et votre analyse sur le Mali, que la France est venue sauver le Mali, ça, ce n'est pas vrai. Nous le savions depuis, tout le Mali, c'était un coup tendu de la France, que c'est la France qui accompagnait les rebelles. On le savait tous. Je ne veux pas être long. De votre normalité, ça nous pose vraiment de problèmes si on peut libérer comme ça l'Afrique avec des terres intellectuelles. Excusez-moi d'être dur avec vous, mais c'est ma réalité. C'est notre réalité à nous. Votre normalité nous inquiète beaucoup. Et bonne soirée à vous tous et bon courage Afrique Média. Merci. Merci pour votre intervention. En tout cas, les opinions, on les partage, les arguments sont là. Et les vérités sont aussi en face de nous. On va au Canada. Madame Corinne nous attend là-bas. Chère madame, bonjour, bienvenue au débat panafricain. Votre contribution nous intéresse. Oh. Oui, bonjour Monsieur Hubert Etoundi, je suis effectivement Corinne, j'appelle de Montréal. Donc je souhaite bonne année à toute l'équipe d'Afrique Média, à son directeur général et à tout le monde. Alors je veux spécialement m'adresser au président Bandakani qui est notre grand président. Les rap unis vraiment qui sont restés constants dans cette bataille-là. Je veux faire vraiment hommage spécial au président Bandakani, à Oumo, au docteur Basilekine, à tous ces gens-là qui étaient dans ce combat depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et même si des fois je suis en désaccord sur des petits points, vraiment des petits points avec Bandakani, je lui donne mon respect parce que gérer la pression du début, ceux qui ont déblayé le chemin, vraiment il faut respecter ces gens. Et c'est pourquoi je dis que vraiment qu'Afrique Média s'arrange à ce qu'on respecte les panélistes sur le plateau. Que les Michel de Côte d'Ivoire et autres qui n'appellent plus n'importe comment pour dire n'importe quoi au président Bandakani. Parce que eux, c'est des petits torchons de Ouattara qui appellent pour dire n'importe quoi. Donc que le standard s'arrange à enregistrer des numéros comme ça et les bloquer à la limite s'ils s'arrangent pas à respecter les panélistes, qu'on ne les reçoive plus. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule pour l'entrée. Et sauf si je me trompe, je pense qu'aujourd'hui, on va aborder la question de la Côte d'Ivoire parce que pour la Libye, je crois que les panélistes ont vraiment survolé cette question depuis très longtemps et jusqu'aujourd'hui. Donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, moi, je voudrais simplement dire que, telles que les choses se présentent, on a longtemps dit cela aujourd'hui, la France va utiliser les deux pions, Ouattara et puis Soro. Mais ce que je pense qui va se préparer, malheureusement c'est un peu funeste, mais je pense que c'est ce qui va se préparer. Ils vont finalement utiliser Soro Guillaume, il va lancer une rébellion sur la Côte d'Ivoire et Ouattara sera pris. Mais maintenant, ça peut arriver que la main de Dieu intervienne et que même Soro Guillaume ne prenne pas le pouvoir et c'est en ce moment que le président Gbagbo sera réintégré. Donc ça c'est ma petite lecture pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et vraiment le grand Banda, je me rappelle il y a un débat panafricain, je crois il y a 2 semaines avec comment il s'appelle, c'est de Saint-Germain. Oh Banda, j'ai tellement appelé, mais on m'a pas reçu. Mais tu as lavé ce de Saint-Germain avec des vraies vérités. Des vraies vérités, Banda. Je te remercie vraiment, Bandakani, et puis je te souhaite un très bon 2020. Merci et bonne journée. Merci à vous, Madame Corinne. Notre Touré nous appelle depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Cher monsieur, bonjour et bienvenue au débat panafricain. Ok. Ça fait un moment quand même que je n'ai pas appelé. Et j'appelais d'abord dans un premier temps pour dire bonne année. Et puis dire merci au président Bandakani. Parce que moi, je suis souvent assis à la maison et je prends mon temps pour pouvoir regarder l'émission. Mais je ne comprends pas avec la grande émotion. C'est magnifique, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, avec cette façon de pouvoir gérer la situation africaine, mais c'est terrible parce que avec tout ce que vous avez comme difficulté, machin et tout, mais malgré ça,
vous restez debout, vous restez fort, avec les différents problèmes que vous abordez sur l'Afrique. Mais Banakani, moi personnellement, je voulais te dire que tu es un homme formidable. Et le monsieur à côté, Christian Fanga, il est aussi formidable. Mais vraiment, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de mots, parce que j'ai pris tout mon temps pour pouvoir regarder. Mais à côté de cela, je voulais remercier le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya, les gens ont tendance à croire que ouais, le président, il a duré au pouvoir, il est vieux, monsieur et tout. Mais il a cette grande capacité de pouvoir régler les problèmes de son pays. Et il ne tombe pas dans l'imbécilité des autres présidents qui ont duré au pouvoir comme lui. Mais il est formidable, Paul Biya. Et grâce à lui, aujourd'hui, Afrique Média est debout. Afrique Média est resté constant dans son système. Parce que ça n'a pas été facile pour Afrique Média. Avec tout ce que les gens... Moi, je ne veux même pas rentrer dans n'importe quel débat. Mais je veux tirer mon chapeau de façon personnelle au président Paul Biya. Les gens, ils disent du n'importe quoi sur lui, monsieur Tetou. Mais c'est quelqu'un, vraiment, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que nous arrivons à exprimer nos différents problèmes. Nous arrivons à dire réellement ce que nous pensons. Mais si il était un président de la France-Afrique, s'il était dans la polyvalence de la France-Afrique, mais aujourd'hui, Afrique Média, il n'allait même pas tenir. Mais il est digne, il est fort, il est doyen, il est vieux, mais c'est un homme formidable. Moi, je préfère vous dire merci. Et puis bon, on est ensemble dans la lutte, on ne va jamais lâcher. On ne lâchera jamais. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va quitter pour prendre Docteur Guy nous appelle, on rentre au Canada certainement, où Corinne nous venait de nous appeler. Docteur Guy, cher monsieur, bonjour et bienvenue au débat panafricain. Votre contribution nous intéresse. Alors, merci cher frère Etundi, oui, madame Corinne qui est effectivement ma voisine ici à Montréal pour l'instant. Voilà, je vais commencer par dire un merci et saluer votre humilité. Mon intervention va prendre un peu le format de madame Corinne, c'est-à-dire parler plus de la Côte d'Ivoire, même si ce que je vais dire est lié à la Libye. Donc, saluer votre humilité, notamment sa deuxième déclinaison, que les gens ne savent pas toujours. Vous êtes pionnier, Bandakani et les autres et tout par rapport à ce combat. La deuxième déclinaison de l'humilité, après la première, qui est que il faut reconnaître ses limites et respecter celles des autres, est, n'est-ce pas, lorsqu'on se donne, ce don de soi face à un combat, face à une préoccupation, surtout lorsqu'on en a la capacité. Si on ne se donne pas, si on ne combat pas, on n'est pas humble. Et de ce point de vue-là, vous l'êtes, et puis que cette humilité-là soit saluée. Voilà, et tout dit, ma contribution va être simplement une question suggestive que je vous ai posée personnellement hier. J'imagine, faute de temps, vous n'avez pas eu la possibilité d'y répondre. Et bien que j'ai eu quelques éléments de réponse, je n'ai pas été totalement satisfait. Alors, cette question-là, j'aimerais cibler le docteur Basilekin, naturellement Bandakani, et je pense que Mandangé sur votre plateau, c'est toi-là qui essaie de dire un mot. Alors, c'est justement sur le sujet de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, il est lié à celui de la Libye. Dans la mesure où ce qui s'est passé en Libye, il me semble qu'on l'a vu venir, il me semble qu'on a vu ça venir. Je dirais de la même façon, ce qui est en train de se tramer en Côte d'Ivoire, ce contexte bien connu, très dangereux, il me semble que c'est également bien connu. On voit ce qui va arriver, c'est ce qu'on est en train de voir, n'est-ce pas, se tramer, se préparer. Est-ce qu'on n'a pas aussi vu la déportation de Babé Bleu Goudé, n'est-ce pas, se monter tranquillement de manière méthodique? Alors, je dis ceci, je suis tellement plus préoccupé par moins par l'analyse que par la solution qu'il faut apporter afin, n'est-ce pas, de stopper le drame qui est en train, n'est-ce pas, d'être monté. Et à ce sujet, la question est la suivante. Est-ce que c'est une question de géopolitique? Je ne sais pas trop bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nos chefs d'État actuellement en Afrique, on peut citer les noms, Obiangema, Biya, Bongo, Sassou, Déby, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose? Je m'explique. Lorsque le drame de la Côte d'Ivoire s'est produit, il me semble que certains y ont contribué
Alors, si certains y ont contribué, ça veut dire que d'autres, en retour, pouvaient également faire quelque chose. Alors, est-ce que ce quelque chose-là ne peut pas être aujourd'hui fait, n'est-ce pas, pour éviter le danger qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour ne pas arriver demain, n'est-ce pas, à analyser les conséquences, alors que nous sommes en train de bien voir que nous sommes en train d'être conduits comme ça vers un drame, vers un drame. Alors donc c'est un peu ça ma petite question subjective. Je dis que quelque chose peut encore être fait pour justement éviter cela. Donc et tout, c'était ça ma contribution sous forme de questions subjectives et puis je vous laisse continuer l'émission. Merci. Merci à vous. Je crois pour ce sujet d'accueil, on va prendre un dernier appel. On ne sait pas s'il est là ou il est parti. Il est Stéphane nous appelle, je crois, depuis les États-Unis, hein. Depuis l'Allemagne, oui. Stéphane, vous êtes en Allemagne, vous nous appelez. Bonjour et bienvenue au débat panafricain. Oui, je vous remercie. Bonne année à Afrique Média. Bonne année. C'est un honneur pour moi de vous appeler pour la toute première fois. J'ai toujours suivi Afrique Média. Ce que vous faites n'a vraiment pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je vis en Allemagne depuis plus de 20 ans, mais vraiment ce que vous faites, je suis un observateur de la scène politique internationale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait du bien d'entendre et de voir tout ce que vous faites. Je remercie le plateau central, je remercie tous les intervenants, les panélistes. Ce que vous faites, ça n'a pas de prix. Vous êtes des pionniers, ce que vous faites n'a vraiment pas de prix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, M. Mbadakani, je ne sais pas si c'est nos ancêtres qui vous ont envoyé. Parce que ce que vous faites, vos interventions, nous montrent que nous avons encore de l'espoir. Et ce que Paul Biya a fait, le président du Cameroun, il ne parle pas beaucoup, mais les gestes qu'il fait, il faut que les gens analysent ça calmement pour comprendre qui est ce monsieur. J'ai peur pour le Cameroun, pour notre pays, parce que ce monsieur risque ne plus être là demain et Afrique Média soit fermée. Parce que les gens qui l'insultent aujourd'hui, qui traitent ce monsieur de tous les noms, ne sont pas des gens qui connaissent ce qu'on appelle l'homme et la géopolitique. Ils ne connaissent pas le monde. Le monde est cruel. Ce que ce monsieur subit en nous donnant ce qu'on appelle Afrique Média, il a permis que ça se passe sur son territoire. Vraiment. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de rayonner, en train de se réveiller. Je suis en Afrique. Je vois ce qui se passe. En Europe, je vois ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je peux seulement dire à M. Mbadakani et à tout le reste, vraiment, Mbadakani, il y a une chose que vous essayez de faire. Essayez un tout petit peu, de former maintenant ce qu'on appelle les clans privés, les clubs privés, des sociétés privées, où vous pouvez conseiller, réussir à approcher le chef de l'État pour lui parler de certaines choses. Parce que ce monsieur même, parfois il ne sait même plus à qui faire confiance. Tellement, Mbadakani, vous vous exposez tellement que les gens n'arrivent même pas à comprendre ce que vous subissez. Parce que vos interventions sont en train de déstabiliser beaucoup de choses dans ce monde. Mais vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes à l'étranger, on voit les réactions des gens, on voit comment certaines sociétés secrètes parlent ici de certaines choses. Ils ne comprennent pas. Parce que l'Afrique est en train de bouger. Qui lui cru un jour qu'on pouvait parler de la France comme ça, en live, en mondial-vision? Qui lui cru un jour sur cette terre? Et encore des Noirs. Mbadakani et tout le reste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que continuez et vous faites des choses qu'on n'a jamais imaginées. Mbadakani, merci beaucoup. Merci à Afrique Média. Merci à Paul Biya. Merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin, à ce que Afrique Média puisse ouvrir les yeux des Africains. Parce qu'un seul Africain qui ouvre les yeux déstabilise l'Occident. Un seul Africain. Et s'il y a comme ça chaque semaine 1 ou 2 ou 3 personnes, et puis à la fin, ce sera la totale. Les gens pourront comprendre que l'Afrique, l'Europe ne peut. Mbadakani a dit quelque chose souvent. L'Occident, la France ne peut plus s'asseoir pour discuter avec les Africains parce qu'elle n'a pas d'argument. Je vous remercie.
Vraiment, excusez-moi d'avoir monopolisé la parole, c'est l'émotion, et puis ça fait très mal, et ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens vraiment qui se battent pour l'Afrique au quotidien. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci pour cette bénédiction, docteur Guy. C'est d'ailleurs la première fois. C'est la première fois que vous nous... docteur Stéphane d'Allemagne, c'est la première fois que vous venez sur Afrique Média. Merci. Je crois qu'on va revenir maintenant sur le plateau après président Bandakani. Vous avez été... En fait, la question a été posée, hein, docteur Basilikine, président Bandakani. Je commence par docteur Basilikine. Je crois que vous avez noté la question tout à l'heure. Du Canada. Du Canada. Docteur Guy, il demande ce que qu'est-ce que le président Biya ou bien en fait, il voudrait que les présidents africains qu'il faut citer, est-ce qu'il y a des moyens possibles à leur niveau de pouvoir juguler ce qui se trame en Côte d'Ivoire et qui se profile, surtout que la première fois, cela s'était tramé aussi comme ça, on était arrivé à une situation... Oui, je comprends, oui, ça me revient en effet. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Quand l'Occident a ourdi un plan, c'est comme s'il endormait les gens. Avant de revenir à l'Afrique, je voudrais rappeler que l'Irak, c'est un des rares pays arabes où il n'y a pas de désert et où le niveau de culture avait atteint vraiment un niveau très élevé. Moi, j'ai eu des Irakiens, études de sciences, oui. J'ai eu des Irakiens comme camarades d'études en France. Je vous assure que c'est des gens qui raisonnaient. Et puis, l'Amérique a décidé, comme ça, de saccager ce pays, en prétendant qu'il y avait des armes de destruction massive, que Saddam Hussein... Et ça s'est révélé un mensonge. Et les autres pays arabes ont laissé faire. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi. Et vous savez pourquoi l'Occident en a après la Syrie aujourd'hui? C'est parce que je l'ai dit déjà ici à Afrique Média, un enfant de Saddam Hussein, une dame mariée, est allé se réfugier en Syrie et a donc échappé au massacre général qui avait été perpétré. Et il se trouve que ce couple-là a 3 enfants et les Américains savent qu'avec les Arabes, la vengeance c'est un repas qui se mange quelquefois même après plusieurs générations. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu saccager la Syrie, juste pour la retrouver. Et je peux me réjouir de ce que la Russie n'ait pas laissé faire. Et c'est pareil. Vous savez, Siad Barre, l'ancien président du Soudan, voilà, de la Somalie, pardon. Siad Barre, voilà un président qui... La Somalie, c'était une ancienne, un peu de français, un peu d'anglais et un peu d'italien. Et il est venu, il a dit, on laisse tomber et le français et l'italien et l'anglais et on va parler somalien. Et en 5 ans, il a réussi à analphabétiser tout son peuple. L'Amérique a décidé de saccager ce pays-là et on ne parle plus de la Somalie aujourd'hui que comme voilà. Et donc, et je continue, c'est la même logique qui continue. La Libye, non seulement était assise sur une très grande richesse, mais il avait un président qui réfléchissait, qui se montrait géostratège et qui a envisagé de créer un fonds monétaire africain. Et l'Occident a décidé de s'en prendre à lui et de l'éliminer. Et en toute quiétude, et l'Union africaine était là, qui s'est tue. Parce que j'ai commencé par des pays un peu arabisants, pour dire que nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une question de noir. C'est une question de je ne sais pas quoi. La puissance des États-Unis aujourd'hui est telle qu'ils décident et ils font. Alors, quand on nous dit, est-ce que le président Biya, le président Obiang, le président Déby ne peuvent pas faire quelque chose? J'ai dit si.
les appelants de tout à l'heure ont bien montré que, grâce à Afrique Média, on a pris conscience de cet état de choses. Et si ces présidents-là n'étaient pas là pour nous appuyer, il y a belle lurette qu'Afrique Média aurait été, peut-être, c'est une grenade qu'on aurait jetée à l'occasion d'une émission comme ça. Alors, donc, oui, on peut faire quelque chose, sauf qu'il n'est pas bon d'être le martyr. Quand on est martyr tout seul, c'est le mal qui triomphe. Et il faut plutôt, la question à se poser, à mon humble avis, c'est que faut-il pour réveiller l'Union africaine? Vraiment, je ne comprends pas. Ok, si l'Union africaine est dans une léthargie avancée, si l'Union africaine est dans une léthargie avancée, à ce moment-là, oui, l'appelant de tout à l'heure a dit quelque chose de fondé. Je crois qu'on peut demander au président de l'Afrique centrale. On voit comment, avec l'histoire du problème du franc CFA, on essaye de contourner l'Afrique centrale, ou plutôt de mieux l'entourer pour mieux l'écraser plus tard. Eh bien, vraiment, les présidents d'Afrique centrale peuvent être le fer de lance d'un réveil africain et panafricain. Et il faudrait qu'ils commencent au moins à communiquer. C'est-à-dire que le gouvernement dit ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire n'est pas bon. Nous, Africains, nous estimons que c'est une forme de génocide national parce qu'on veut écraser en Côte d'Ivoire ceux des Africains qui se montrent panafricanistes pour laisser la place à M. Ouattara qui, lui, c'est clair, il a choisi la France contre l'Afrique. Alors, moi je crois que les appelants qui nous posent des questions aussi pertinentes, aussi embarrassantes, parce que nous n'allons pas dire à nos présidents montez sur l'Holocauste qu'on vous sacrifie au profit de l'Afrique, mais nous devons dire que grâce à eux, nous avons pris la parole panafricaine, nous l'avons étendue, nous l'avons mise sur la place publique, et maintenant nous leur disons, vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin. Le prochain point, c'est la Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas laisser que ça se répète en Côte d'Ivoire. Merci Hubert Etumbi. Merci Dr Basilikwen.